Bonjour et bienvenue sur Les Copines d'abord, le podcast qui replace l'amitié au cœur de nos conversations, de nos vies et de nos luttes. Je suis Claire. Et je suis Céline, et un mercredi sur trois, on te propose de repenser ta vision de l'amitié. Dans chaque épisode, on échange autour d'un thème qui impacte d'une manière ou d'une autre nos amitiés pour tenter de se défaire des réflexes qui nous font reléguer ces relations au second plan dans nos vies. Car on sait qu'elles sont nécessaires et ont le pouvoir de changer la société grâce à la force et à la joie qu'elles contiennent. Il est donc temps que nos amours amicales prennent enfin plus de place. Encore récemment, je parlais avec une amie qui est expatriée depuis peu et qui me faisait part de ses difficultés à se faire des amis et qui suivait ce schéma, en gros, que j'ai déjà entendu un tas de fois avec plusieurs proches expatriés, qui est: «Ouais, mais ici, c'est difficile de se faire des amis parce que», insérer une raison en lien avec le contexte culturel du pays dans lequel elle s'est expatriée. Ça a fait écho, en fait, à ce moment-là, à des conversations qu'on a pu avoir, toi et moi. Moi-même, je me suis expatriée, comme tu le sais, Claire. Toi aussi, tu es expatriée et je sais qu'on a aussi tenu ces discours et je me suis dit: «Finalement, est-ce que juste c'est pas difficile de manière générale dans beaucoup, beaucoup de pays, dans la situation d'être expatrié, de se faire des amis?» Eh bien la réponse est oui, merci, au revoir. C'était la fin de cet épisode. Non, la réponse est tout à fait oui. C'est bien moins facile qu'il n'y paraît. Enfin moi j'ai vraiment grandi avec un peu ce côté, tous mes potes font Erasmus, et ils mettent leurs photos sur Facebook, Instagram de à quel point est-ce qu'ils s'éclatent, est-ce que c'est trop bien, ils ont une super vie sociale, ils font la fête tout le temps et tout et tout. Et il y a eu vraiment un peu ce contraste avec moi, l'expérience que j'ai eue en arrivant. Alors moi, je suis pas partie en Erasmus, je me suis expatriée pour mon travail, mais il y a eu quand même, ouais, cette désillusion et qui était assez vite suivie de genre: «Mais est-ce que j'ai un problème pour moi ne pas être en train de vivre ma meilleure vie?» Maintenant, je sais en fait, que c'est juste une histoire de performance, de l'amitié sur, les réseaux sociaux notamment, qui fait tout à fait écho à notre avant-dernier épisode. C'est vrai que la situation d'être expatrié plutôt que d'être, en échange étudiant, bah, ouais, c'est vraiment différent quand même de la situation de s'installer dans un pays. Peut-être que c'est l'occasion de faire le point sur la différence d'ailleurs entre expatriation et immigration, la raison pour laquelle on utilise le mot expatriation, là maintenant. Alors concrètement, du point de vue, sémantique, l'expatriation et l'immigration sont censés être des synonymes. Donc le fait de quitter un pays pour aller vivre dans un autre pays. Mais toi et moi, Claire, on est, je crois, convaincus que c'est pas les dictionnaires qui font la langue, mais l'usage. Et si on en croit les usages, du mot expatrié et du mot immigré, alors l'expatrié va être une personne qui vient d'un pays dans lequel il ou elle avait une situation globalement privilégiée pour aller vivre dans un pays, situation, inférieure, égale ou supérieure. Tandis que, l'immigré va provenir d'un pays qui va être considéré par le pays d'accueil comme un pays défavorisé. Donc on prête à l'immigré l'intention de venir, dans le but d'améliorer sa situation. Donc tout ça pour dire qu'avec le terme d'expatrié qu'on va utiliser ici, il y a un bagage qui comprend un peu moins de xénophobie de manière générale. L'expatriation vient avec, un certain nombre de privilèges aussi, puisqu'on va considérer que l'expatrié est là, pour la faire courte et pour schématiser, par choix, en fait. Voilà. Est-ce que tu veux préciser nos situations personnelles d'expatriés? Oui, tout à fait. Moi, je suis expatriée en Allemagne depuis 9 ans, toujours dans la même ville depuis 9 ans. Et toi, ça fait 8 ans que tu es donc expatriée aux Pays-Bas. On est toutes les 2 venues dans nos pays respectifs pour des raisons professionnelles, des opportunités de poste qu'on n'aurait pas pu avoir, en France, des offres qui ne se refusent pas dans un cas comme dans l'autre. Et puis après, bah, on est restés. C'est important de préciser qu'on est toutes les 2 en couple avec des personnes qui sont françaises, donc avec lesquelles on peut partager énormément de choses. Dans les 2 cas, en fait, on est arrivés là juste après nos études et du coup, on a cherché à se faire des amis en étant pour la première fois dans une situation où on faisait des rencontres, qui n'étaient pas à l'université, au lycée, au collège, à l'école, voilà. C'était dans le cadre du travail ou bien dans le cadre hors, travail et donc il faut faire dans ce cas-là des rencontres dans des activités, qu'on va, choisir de pratiquer. Voilà, donc je pense que c'est un contexte encore,
un petit peu particulier. Je sais pas comment tu l'as vécu, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Ouais, c'est particulier notamment parce que pour avoir réfléchi un peu à la question avec toutes ces années, le facteur qui pour moi change le plus, c'est temps et présence. C'est-à-dire que par exemple, lorsque j'étais en train d'étudier, j'étais obligée, entre guillemets, de passer beaucoup de temps avec les mêmes personnes. Le fait de passer beaucoup de temps avec elles, ça m'a permis de mieux de les découvrir plus rapidement. En fait, tout simplement, si tu passes 8 heures par jour, 5 jours par semaine avec quelqu'un, tu vas plus rapidement découvrir sa personne et sa personnalité que si tu la vois 2 heures une fois tous les samedis après-midi, quoi. On pourrait se dire, là, quand je dis passer 8 heures par jour, 5 jours par semaine, bah, il y a les collègues de travail. C'est encore une autre sphère, je trouve. Le cadre du travail est quand même différent du cadre des études parce que, bon, déjà, on a fait tout un épisode là-dessus et je fais partie des gens qui ne cherchent pas nécessairement des amis au travail. Mais on n'a vraiment pas tous ce même rapport à l'aspect social au travail. Est-ce que je suis prête à devenir amie avec mes collègues ou pas? Je sais pas, t'en penses quoi? Oui, complètement, parce que, comme tu le dis là, il y a effectivement le rapport qu'on peut avoir, soi-même, intériorisé au fait de se faire des amis au travail. Mais il y a aussi, et on l'aborde effectivement dans l'épisode sur le travail, le fait que l'espace de travail, c'est pas un espace qui est conçu et qui est pensé pour favoriser la socialisation, non productive au sens capitaliste du terme. Ça y est, bingo, on a placé le capitalisme. Tandis que, si je prends l'exemple de l'université qui est, un espace dans lequel on peut rencontrer des internationaux assez facilement puisqu'il y a beaucoup d'échanges étudiants, hein. L'université, c'est beaucoup plus un espace conçu pour socialiser, pour avoir des échanges et pour créer du lien aussi, un peu plus que, le travail. C'est pas un espace, dédié à la productivité, en fait, l'université. C'est un espace qui est aussi conçu pour l'échange. C'est le cas, aussi dans les écoles avec les temps de récréation, en fait. Oui, mais du coup, c'est vrai que ce changement de temps disponible pour le passer en présence de personnes avec lesquelles on aimerait devenir amis, c'était quand même un très gros changement. Notamment parce que moi, j'ai trouvé que c'est pas que ça freinait, mais ça imposait un rythme complètement différent, en fait, à la découverte de l'autre. Ça va beaucoup moins vite et c'est normal, mais du coup, ça peut être aussi un peu frustrant. On a moins de temps, certes, mais il y a quand même cette injonction à se faire des amis parce qu'il y a un peu cette pression de réussir son expatriation, tu vois. C'est-à-dire être bien intégré avec les locaux, avoir des amis locaux et pas juste rester entre Français. Entendez dans ma voix les guillemets dans les airs, parce que ça, c'est pas très bien perçu. Ça donne l'impression que t'as pas fait l'effort d'essayer de t'intégrer. On va y venir, c'est pas nécessairement ce que ça traduit en fait, d'avoir des amis français. Mais ouais, il y a quand même un peu cette injonction à se faire des amis, quoi. Si tu dis, «Bah, je me suis expatriée, mais je reste dans mon coin et je parle à personne», ça va pas être bien perçu non plus, quoi. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu une hiérarchie effectivement entre, l'expatrié qui va s'être fait un cercle social de locaux, celui qui se fait un cercle social d'internationaux et en bas, celui qui se fait un cercle social composé de personnes qui viennent de son pays ou qui partagent sa langue. C'est vraiment genre l'ami ou les amis, locaux, c'est vraiment le pompon du Mickey, quoi, c'est le jackpot, dans la valeur que ça a, aux yeux des autres. Le pompon du Mickey, ça te dit rien? Il y a eu le pompon du Mickey et en même temps, il y a mon chat qui a ronflé, qui s'est auto-réveillé, ça fait une porte qui grince, machin. J'ai pas entendu, mais j'adore le fait qu'il se soit auto-réveillé en ronflant. Je crois qu'on a tout sur, l'image générale de ce que c'est qu'un expatrié, en Cantabie, qu'on va pouvoir parler d'obstacles. Bon, en tout cas, c'est un épisode qui risque peut-être de paraître assez, négatif aux yeux de personnes qui ne sont pas expatriées et qui pourraient songer à s'expatrier. Notre but, c'est pas du tout de plomber le moral, de qui que ce soit ou de cracher dans la soupe et de dire que l'expatriation, c'est horrible ou je ne sais quoi. Mais il existe en fait beaucoup de récits d'expatriation qui sont plus ou moins nuancés et donc là, on a décidé de prendre un angle un petit peu, différent, qui est celui d'analyser les conséquences que l'expatriation a sur, nos relations sociales et le fait est que, on a listé beaucoup d'obstacles. Ce qui veut pas dire que c'est que négatif et que, c'est que déprimant et qu'on déteste notre expatriation. Juste, c'est quand même important d'aborder ces obstacles-là et d'y réfléchir et d'en prendre conscience, je pense, parce que ça en dit long aussi sur, nos rapports à l'amitié, je crois.
Oui, je pense et puis souvent quand on pense expatriation, amitié, on va se dire: «Ah bah, c'est difficile parce que, nos amitiés qui étaient déjà établies ou nos amitiés qui sont restées en France, ben, elles nous manquent». Oui, c'est vrai, mais la question de l'amitié et de l'expatriation, elle va encore plus loin que ça. Par exemple, moi je suis arrivée en Allemagne, je parlais certes déjà allemand, mais j'ai été à l'école en France, donc c'est-à-dire que j'ai appris l'allemand pendant des années selon les méthodes et le système français. C'est quand même assez reconnu qu'on n'a pas les meilleures méthodes d'apprentissage des langues étrangères. Bon, donc j'avais le niveau que j'avais, il n'était pas du tout assez haut pour que je puisse vraiment exprimer ma personnalité comme je peux le faire dans ma langue maternelle en fait. Parce qu'en plus, une grande partie de ma personnalité en français, elle repose sur, une certaine maîtrise de la langue, qui passe par, l'emploi de mots en verlan, de mots désuets, d'expressions un peu marrantes, c'est quelque chose que je pouvais pas faire en allemand, parce que j'avais pas donc ce niveau de langue et aussi parce qu'en fait, l'humour dans une langue étrangère, ça utilise pas les mêmes ressorts que l'humour dans notre langue maternelle. Donc, on doit se construire une nouvelle personnalité finalement et d'ailleurs ça a été prouvé, hein. Je crois que qu'on a une autre personnalité dans une langue différente. Moi, je sais que ma voix change énormément. Pour la petite anecdote, on m'a déjà appelé à genre 3 minutes d'intervalle la même personne. Il y a une fois, je savais qui c'était et il y a une fois, je savais pas et donc il y a une fois, j'ai répondu dans la bonne langue directement et l'autre dans l'autre langue et elle savait pas que c'était moi au téléphone les 2 fois, tu vois? Waouh! Mais oui, moi, ma voix aussi, je la trouve différente et je te rejoins complètement sur la personnalité. C'est pas que en lien avec, la question de la maîtrise de la langue. Évidemment, ça joue énormément. On peut pas avoir la même exactement la même personnalité dans une langue qu'on maîtrise, depuis fort longtemps et dans une langue qu'on apprend à maîtriser, notamment parce que s'il nous manque, du vocabulaire pour parler d'un thème, bah, juste on peut pas parler de ce thème, en fait. Moi, ma vie, ça a tellement été un time's up pendant longtemps ou alors un tabou, tu sais? Genre, je décris tout le truc pour que les gens trouvent le mot. Et puis il y a aussi c'est le fait que, quand tu es en train de parler dans une, langue étrangère, tu vas utiliser des subterfuges, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais Ça, c'est un super des, mot. Des détours. des stratégies, voilà, des stratégies pour, pouvoir, te faire comprendre et ces stratégies, en fait, parfois, elles vont vraiment te faire aller à l'essentiel ou bien, à l'inverse, te faire tourner autour du pot pendant 4 ans. Donc évidemment, tu as moins d'espace pour nuancer vraiment tes propos. Mais j'ai lu effectivement, tu le mentionnais là, j'ai parcouru assez rapidement plusieurs études, psychologiques, sociologiques et ou linguistiques sur la le lien entre la personnalité et la langue et il est notamment plutôt prouvé que, les personnes qui maîtrisent, même qui maîtrisent de manière à peu près égale 2 langues ou plus, vont montrer des personnalités différentes, notamment, vont montrer une ouverture, aux autres différentes, une sociabilité différente, une, amabilité différente, une forme d'extraversion qui va être, différente aussi et vont privilégier une langue sur l'autre pour parler de sujets intimes ou pour parler de sujets professionnels. Je pense notamment à des langues aussi qui sont très teintées de certains types de vocabulaire ou de certaines cultures. Il y a des pays qui vont projeter leur culture dominante sur cette langue. Si on pense à l'anglais, par exemple, bah, les États-Unis ont un rayonnement tel que, sur des sujets de type, développement personnel, ou des sujets de type, productivité et cetera et bah, l'anglais pourrait être une langue qui serait favorisée sur une autre langue par une personne qui maîtrise l'anglais et une autre langue. Voilà, pour l'exemple. Mais c'est assez incroyable, je trouve, à quel point ça peut changer la personnalité. Et moi, par exemple, je me trouve complètement fadasse, dans d'autres langues que le français. Mais vraiment, je me trouve chiante. Ça peut aussi créer des problèmes de confiance en soi, du coup, au moment de s'exprimer. Tout à fait, vraiment, vraiment oui. Genre moi, ça va mieux du coup, ma personnalité en allemand. Mais c'est vrai que, il y avait vraiment ce décalage qui a fait naître de la frustration de se dire genre: «Mais normalement, je suis marrante et je suis appréciable et genre tu as envie de devenir amie avec moi» Mais grave! et pas genre: «Ah, c'est une brave petite jeune femme, vraiment, elle a l'air très brave, mais on sent que ça marche pas trop», tu vois? C'est pas du tout représentatif en fait de nous.
Mais grave, et sur ce point de brave, je pense qu'il faut vraiment, creuser ça aussi. Alors mes mots vont être un petit peu, crus là et on va essayer de nuancer un petit peu, mais j'ai l'impression parfois de passer assez instantanément pour moins intelligente que je ne le suis, parce que je suis en train de parler dans une langue étrangère et que j'ai pas la maîtrise que j'ai, du français. Ouais, j'ai un peu le sentiment parfois qu'on se dit: «Oui, elle est brave, ouais, elle est gentille, elle comprend pas tout, elle est un petit peu lente la petite». Oui, moi, je l'ai déjà ressenti et parfois, je le ressens encore un peu quand, dans le cadre du travail, par exemple, je suis amenée à dire à mes collègues: «Écoute, j'ai pas compris ce que tu voulais dire». Ils vont d'abord penser que, c'est parce que c'est une histoire de niveau de langue, alors que c'est juste qu'ils s'expriment pas clairement. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont s'arrêter, ils vont me lire par le prisme de la petite étrangère, plutôt que de se dire genre: Ça se trouve, j'ai pas articulé mes idées correctement». Mmh. Ouais, il y a quand même un présupposé qui est qu'on va pas trop bien comprendre ou qu'on a un petit retard. C'est vraiment lié à ouais, à cette histoire de maîtrise de la langue en effet, mais en fait, c'est pas parce que, tu pas un panel, très large de mots pour t'exprimer que ta pensée à l'intérieur, elle en est simplifiée, en fait. Au contraire, je trouve que quand tu commences à avoir plusieurs langues en tête, tu te rends encore plus compte de la frustration qu'il y a dans le fait de, là, devoir mettre une langue et un mot que tu ne connais pas pour exprimer cette émotion ou cette, nuance. Ça génère énormément de frustration dans certaines de nos interactions. Le fait que parfois, nous, on ait le ressenti qu'on passe pour des simplettes, ça dit énormément du poids de la maîtrise de la langue dans nos interactions. Alors attention, on n'a pas inventé, l'eau tiède, là maintenant, hein, mais je pense qu'il est important de souligner que, quand on a des interactions avec, d'autres personnes, des personnes qu'on ne connaît pas, on va avoir, tout un bagage pour les analyser et dans ce bagage, il y a la maîtrise que la personne va montrer de la langue et je trouve ça passionnant parce que toi et moi, quand on parle en français, on utilise une langue qui est assez patchworkée, dirons-nous, parce qu'on peut le faire, en fait. Parce qu'on sait très bien qu'on peut utiliser du verlan ou des mots désuets ou des mots parfois même d'autres langues sans se forcer à trouver le bon mot en français. Tout simplement parce que si maintenant on est dans une situation du type entretien d'embauche par exemple, dans laquelle on va être jugé sur notre manière de parler, on a quand même le bagage qui va nous permettre de sauver les meubles, globalement. Et là, être dans cette situation, d'être, dans un autre pays et d'être parfois, jugé sur notre, incapacité à trouver le bon mot, le bon registre. On n'a pas forcément la bonne, connaissance des registres. Ça ouais, on ressent que ça peut jouer en la défaveur, Moi, vraiment, cette connaissance des registres, maintenant, ça va un peu mieux, mais ça m'a vraiment beaucoup frustrée parce que voilà, c'est un peu ce décalage entre les registres qu'on a, toi et moi, hein, dans la manière dont on s'exprime. De ça naît un peu le côté comique et du coup, j'avais vraiment l'impression, ouais, d'être une telle c'était pas fadasse, moi, c'était vraiment j'avais l'impression d'être plate, d'être genre standard, quoi. Genre l'allemand scolaire des livres et j'étais là genre: «Mais ça, c'est très inintéressant ça». Ouais, moi, du coup, j'ai appris l'allemand avant de venir, donc j'avais déjà un petit bagage vis-à-vis de la langue qui m'entourait. Mais toi, tu parlais pas néerlandais quand tu es arrivée, ce qui est quand même un autre challenge en plus de l'expatriation, quoi. Oui, effectivement. Peut-être un avantage que j'ai eu par rapport à toi, si je compare nos 2 situations, c'est que je suis partie peut-être avec un peu moins d'illusions, du coup, quand même. Ça, c'est peut-être un avantage. J'avais pas espoir de réussir dans les premiers mois, enfin, à juste être capable de communiquer avec les locaux, en fait. Je pensais vraiment que dans les premiers mois, nos communications allaient, se résumer à: j'essaye de bafouiller une demande d'information, puis j'essaye de comprendre la réponse qu'on me donne. Mais ouais, peut-être que ça a été un avantage. Peut-être que j'avais moins d'espoir de me faire des amis très vite. Je pensais pas avoir nécessairement avoir l'espoir de vivre en Erasmus, incroyable et tout, mais je m'étais juste jamais posé la question de: «Ah, ça se trouve, ça va être chaud de se faire des amis». Moi, je suis partie vraiment très, très naïve. Moi, dans ma tête, la langue n'était pas une barrière, rien n'était une barrière. J'étais vraiment assis, mais vraiment Oui, très, oui. très loin dans les nuages. Bah, tant mieux. Bon après, la chute a été un peu violente, mais Léger. ma non-maîtrise du néerlandais, ça a également été, à l'inverse, une manière pour moi de me faire des amis et de socialiser. Parce que j'ai pris des cours de néerlandais en arrivant et donc j'ai rencontré dans un contexte non professionnel, qui n'était pas celui de mon travail, des personnes, de tout horizon
Et un certain nombre de mes amis actuels ici sont des personnes que j'ai rencontrées en cours de néerlandais, ce qui est quand même, Ce qui est quand même cocasse. assez sympa. Et en plus de ça, du coup, enfin, genre, c'était régulier, quoi. Oui, c'est Sans ça. que ce soit à votre initiative, vous vous retrouviez à passer X heures ensemble, tous les X, et à partager des moments, où le but de ce moment, c'était pas seulement d'apprendre à vous connaître, genre, vous avez appris à vous connaître, genre, en parallèle du cours. Oui et puis c'était vraiment une opportunité aussi de dire: «Ah bah, est-ce qu'on va pas boire un verre, après?» Aussi on avait des pauses et puis il y a eu des moments de galère aussi dans cet apprentissage, des fois où, ben, on en avait marre de tel truc, où on n'avait pas fait nos devoirs, donc on se passait les réponses, bref. Donc on s'est retrouvés dans un contexte qui finalement ressemblait, à celui de créer des liens dans un contexte scolaire, en fait. Ça a été un sacré avantage, honnêtement. Ça, c'est beau, c'est beau. Peut-être que si un jour je fous les pieds dans un cours d'allemand, ça me j'aurai des opportunités comme celle-ci. Donc les je sais pas, je dirais les 6 premiers mois, j'ai cherché à être avec des Allemandes et puis après je me suis, dirigée plutôt vers des personnes, françaises. J'ai exploré un petit peu la communauté française dans ma ville pour plein de raisons, y compris le fait d'avoir envie d'être avec des gens qui partagent d'une certaine manière, ou en tout cas sous certains aspects, l'expérience que moi aussi j'étais en train de vivre. Donc par exemple, pouvoir s'étonner, de petites différences culturelles et pouvoir, se dire que vraiment il y a pas de saison pour la raclette et que voilà, ce genre de valeurs qui rapprochent. Mais du coup, j'ai été confrontée à d'autres problèmes. Par exemple, les départs puisque, on l'a dit en début d'épisode, nous ça fait un moment qu'on est dans nos pays respectifs. On a vu passer pas mal de monde, de personnes qui sont là pour des stages, pour des contrats courts, des Erasmus, des VIE et évidemment qu'il y a pas de mal à venir dans un pays pour une de ces situations. Mais du coup, forcément, quand on est celle qui reste, on peut aussi, au bout d'un moment, ne plus avoir trop la motivation de s'investir dans une amitié qui va, pas nécessairement qui va se terminer bientôt, parce que la distance, c'est pas nécessairement la fin d'une amitié, mais qui va être soumise à très gros changements bientôt, quoi. On cherche aussi, des amitiés du quotidien. Ouais, moi je vois presque une forme de spectre du départ dans certaines de mes amitiés. J'ai noué des amitiés assez rapides avec des personnes qui sont parties assez vite et puis ça a pas tenu, la distance et cetera. Mais, j'ai aussi noué des amitiés qui maintenant sont durables et dans lesquelles les amies en question ne savaient pas vraiment, un peu comme toi et moi quand on est arrivés, si elles avaient envie de rester, pour combien de temps et cetera. Quasiment l'intégralité de mes amis, ici, sont des personnes qui, à un moment, ont évoqué, l'idée de partir et donc j'ai eu très souvent ces conversations avec mes amis d'ici de, bah: «Ah, avec mon mec, on a parlé, de partir dans quelques mois, on ferait ça, machin». Ouais, il y a un peu ce spectre du départ auquel maintenant je me suis habituée. Je sais que c'est un risque et que, ben, ça vient globalement. Mais c'est vrai que parfois c'est un petit peu décourageant et en même temps, ben, si j'avais dû nouer des liens uniquement avec des personnes dont j'étais sûre qu'elles restaient, bah, j'aurais quasiment noué de liens avec personne, en fait. Et puis, je veux dire, moi-même, j'étais dans cette situation en arrivant de pas savoir si j'allais rester. C'est assez dur en termes d'investissement personnel, en fait, parce qu'on sait qu'il va falloir encaisser le départ et puis avoir ce sentiment de devoir recommencer toujours. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes rencontres, évidemment. Mais il y a quand même ce sentiment de devoir s'y remettre. Oui, c'est ça et puis, on aura l'occasion d'y revenir, mais toute l'intimité qu'on peut avoir en amitié ou dans une relation quelle qu'elle soit, c'est tellement précieux et ça met du temps à se construire et du coup, moi, je sais qu'en général, au début, je me dis genre: «Oh la flemme, est-ce qu'il y a pas moyen d'avancer pour arriver à un stade où on a déjà fait un peu tous les trucs un peu, classiques bateau superficiel et où on peut être vraiment dans le dur de de l'amitié?» Je sais que c'est aussi un truc que j'ai eu au bout d'un moment dans toutes ces années. Il y a un moment où j'en avais juste vraiment ras la pastèque de me présenter toujours de la même manière dans ces interactions. Donc qui suis-je? J'ai quel âge? Je fais quoi? Je suis là depuis combien de temps? C'est quoi mon boulot? Tout ça. Parce que comme c'est un peu la trame standard des interactions dans, les rencontres à l'âge adulte et encore plus à l'étranger, même si j'avais choisi de me présenter autrement, ce sont de toute manière des éléments de réponse que les gens, seraient venus chercher, en fait. Parce que, on se lie à travers cette grille de lecture-là et ouais, j'en avais vraiment marre et j'ai pas eu de solution incroyable, j'ai principalement attendu que ça passe, mais ce qui m'a fait du bien à l'époque, c'est de
me lancer dans le théâtre pour une certaine durée et donc de me présenter à autrui autrement que par des mots et que par des mots que moi j'avais choisis. Ouais, il y a une certaine fatigue, du rituel de la rencontre et de toute la danse qui va avec, de l'ordre qu'il faut Ouais, suivre. tous les codes un peu, ouais. Ça, les codes, la enfin, c'est assez, ouais, c'est assez ritualisé tout ça au final et il y a des attentes et puis en même temps, c'est normal. Je veux dire, Bien sûr. on est tous, plus ou moins mortifiés, au moment de devoir, trouver vite les mots pour avoir l'air de rencontrer quelqu'un et d'avoir l'air sympathique et cetera et je crois que forcément, du coup, on se rabat sur des conversations qui vont être, hyper pré-mâchées et qui nous rendent pas forcément service. J'ai connu une fatigue un petit peu similaire, qui est plus une fatigue d'anticipation de la rencontre. Je me suis plusieurs fois, mise sur des applis ou inscrite, sur, des sites qui regroupent, des événements, dans lesquels, beaucoup d'expats notamment, se rencontrent, donc Meetup pour ceux qui cherchent, ce type d'espace. Très souvent, bah, il y a un moment où je vais trouver soit une personne qui m'intéresse, soit un événement qui m'intéresse et au moment d'engager la conversation ou de se donner un rendez-vous, je vais vraiment avoir une flemmasse parce que c'est comme si j'avais plus la foi d'aller passer du temps avec quelqu'un sans savoir si ça va matcher. Tu vois, ça me fait Ouais. un peu penser au concept de dating fatigue, je crois que c'est Judith Duportail qui l'a conceptualisé au sujet des rencontres, romantiques. Mais il y a un peu ce truc de je peux pas dire que c'est une fatigue parce que enfin, c'est pas lié à la multiplication. C'est vraiment juste lié au fait de pas savoir si ça va «valoir le coup» guillemets Ouais. dans les airs, alors que je galère déjà à gérer toutes mes relations, quoi. Ouais, bah, j'allais te demander justement si c'était, pas aussi un petit peu lié avec ce côté rentabilisé, tu vois? Genre, j'ai X temps disponible pour rencontrer des nouvelles personnes. J'ai pas envie de «perdre» entre guillemets mon temps avec quelqu'un avec qui ça va pas bien marcher ou ça va pas marcher. Genre, j'ai envie que ça marche directement, quoi. Pour, la rentabilisation, par contre, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Mais plus que pour le temps, moi, en ce qui me concerne, c'est une histoire d'énergie et ça, c'est un véritable obstacle, je pense, dans la vie de l'expatrié. Ben, quand on est expatrié, on est très souvent, hors d'une zone de confort. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de faire pratiquement, soit ça se fait dans une langue qui est étrangère à la nôtre, quand on a déménagé dans un pays, qui pratique une langue étrangère, soit ça se fait souvent d'une manière différente de ce dont on a l'habitude, en fait. Et donc parfois même, je sais pas, aller chercher du pain, ça peut, selon le cas, se faire différemment dans le pays où tu es, que ce dont tu as l'habitude. Donc en fait, il y a énormément de choses qui sont fatigantes, surtout dans les premiers mois où tu arrives, dans un autre pays, où tu découvres tout et chaque instant de ta vie quasiment va être lié à découvrir comment ça se passe ici, en fait. Donc avoir en plus des interactions, ce qui est aussi fatigant, hein, globalement, C'est très fatigant. et qui plus est, dans une langue étrangère très souvent, bah, laisse tomber quoi. Si en plus tu as fait ta journée de travail et que tu t'es tapé une réunion dans ta langue d'accueil là, Ouais. Bah, alors après, donc là, on parle du fait que, ça peut être un peu relou de voir le passage et de toutes ces personnes et de devoir à chaque fois recommencer. Je crois qu'en plus on l'entend à la dans nos voix, le devoir à chaque fois recommencer. Mais on est tout à fait consciente que c'est pas évident, pour des personnes qui savent qu'elles vont rester que, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est pas facile non plus d'essuyer des sortes d'espèces de refus indirects, d'amitié parce qu'elles vont pas rester longtemps, quoi. C'est aussi ça leur rend pas l'expérience facile et en plus de ça, je crois qu'on a toutes les 2 déjà été lues un peu, avec, cette étiquette de: «Ah mais c'est une étrangère, donc elle va pas rester longtemps de toute manière». C'est un peu un point tricky parce que c'est dur d'être celle qui reste, mais c'est aussi dur d'être celle qui arrive pendant pas très longtemps, mais qui a quand même besoin d'un tissu social, pendant la durée de son séjour et de son expatriation, tu vois? bah, bien sûr, mais je pense que c'est des choses qui peuvent s'entendre des 2 côtés à partir du moment où on fait preuve d'un petit peu d'empathie et c'est ce qu'on essaye de faire, mais ça veut pas dire qu'au quotidien, dans les faits, il est facile d'ouvrir la porte aux personnes qui vont partir, en fait. Donc on a beau le savoir, ça ne rend pas, plus simple, l'acte de faire rentrer dans nos vies des personnes qu'on va
«perdre» entre guillemets, on n'est pas obligé de perdre toutes les personnes qui s'en vont, Non, c'est sûr, mais on heureusement. s'attache et on Mais c'est ça! s'empoisonne, mais on s'attache surtout. Et puis ça fait toujours de la peine un petit peu, quand une relation qui est une relation du quotidien devient une relation à distance, en fait. Ben, oui, oui. C'est légitime et c'est une preuve d'amitié aussi d'en être un petit peu peiné, je pense, pas de faire une énorme crise de jalousie ou je ne sais quoi, mais d'être un Non, peu mais voilà, peiné, c'est une d'être un preuve peu de peiné. l'attachement à ce qu'on a, en fait et de la peur du changement. Mais à ce sur ce point, j'ai un peu parfois le sentiment qu'une des seules manières de ne pas être perçue comme la personne qui risque de toute façon de partir, c'est, de faire des enfants dans le pays d'accueil. Parce que j'ai remarqué quand même que, parmi les expatriés les plus «intégrés» guillemets dans les airs, il y en a beaucoup dans cet épisode, que j'ai pu rencontrer, c'est ceux qui ont fait des enfants ou qui sont venus avec des enfants qui sont scolarisés dans des écoles, non internationales et je trouve ça assez intéressant, en fait, comme fait parce qu'on parle de plus en plus des, obstacles que la parentalité peut représenter dans la vie sociale des parents. Je pense qu'il y a quand même des obstacles, en tant que parent expatrié, mais à l'inverse, j'ai le sentiment quand même que la parentalité est un point d'entrée dans la socialisation quand on est, un expat. Oui, parce que je pense que à partir du moment où, comme tu dis, ton enfant est scolarisé dans une école, pas internationale, ben, ils vont nouer des amitiés avec, d'autres enfants, donc tu seras amené à rencontrer d'autres parents et même, enfin, genre, ne serait-ce que par, des événements de l'école ou des trucs parents-prof, enfin, tu vois? Tu vas être amené à rencontrer du monde et à les côtoyer, en fait, sans que ce soit forcément toujours, à ton initiative à toi parce qu'en fait, si ton enfant devient super besta avec un enfant, bah, tu seras probablement amené à côtoyer les parents, du poteau de ton enfant, quoi. Et en même temps, avoir un enfant, ça peut précipiter presque le retour en France parce que, je suis nullipare donc ça reste du domaine de l'imagination, mais que, à l'arrivée d'un enfant, bah, tu te poses aussi peut-être plus de questions sur, est-ce que tu as envie qu'il passe du temps avec ta famille, qu'il connaisse tes parents? Est-ce que tu as besoin d'aide au quotidien? Quelle culture tu veux lui transmettre en priorité aussi probablement? Et par exemple, moi, je pense à des amis qui sont français, qui ont eu, un enfant, récemment et qui ont réfléchi. En tout cas, la question de retourner vivre en France s'est beaucoup plus posée, depuis qu'ils sont devenus parents. Parce que justement, le soutien au quotidien, parce que le lien avec, les grands-parents et cetera. Et donc là, pour l'instant, ils sont toujours là, mais je sais que c'est une question qui les travaille pas mal. On revient du coup sur le spectre, des départs quoi au final avec cette, question de la parentalité et un autre, obstacle que j'ai noté personnellement, outre la langue et ce spectre des départs, c'est aussi les écarts culturels qu'il peut y avoir parfois concernant le rapport à l'amitié, le rapport à ce qui est intime, la vitesse à laquelle on noue des relations. À quel point c'est acceptable, je sais pas moi, de proposer à un collègue, d'aller boire un verre, en fait? Est-ce que c'est un verre, avec de l'alcool ou est-ce que quand on voit un collègue hors du travail, on ne boit pas d'alcool? Enfin, il y a tout un tas de codes, en fait, dans la vie sociale dont on n'a pas conscience quand on baigne dans une culture qu'on connaît bien, mais dont on peut prendre conscience parfois assez violemment, lorsqu'on se retrouve dans un pays dont on ne maîtrise pas les codes. Donc la définition de l'amitié pour les uns pour les autres, qu'est-ce qui se fait, ça c'est aussi un obstacle qui peut qu'on vit pas toi et moi, très fortement parce qu'on est expatriés dans des pays européens, donc on connaît des écarts culturels, mais ils sont pas, hyper violents. Mais je pense que dans d'autres pays, ça peut être assez intense quand même, même des pays francophones, a priori. Oui, parce que c'est vrai que cette culture différente, ça joue énormément, quoi. Mais du coup, avec tous ces obstacles et notamment aussi ces écarts, culturels parfois qui peuvent, se créer, j'ai parfois le sentiment qu'il va m'être plus difficile de nouer des relations profondes dans lesquelles je ressens une connexion vraiment assez, intime en fait avec, les personnes. J'ai eu en arrivant le sentiment parfois que j'étais un petit peu, condamnée à vivre des interactions assez superficielles. Après quelques années, quelques expériences, quelques rencontres, je me rends compte que je peux aussi nouer de véritables liens, mais il y a parfois quand même cette frustration qui subsiste. Tu la connais aussi? Oui, je la connais, ouais, principalement ce truc de se dire genre: «Ah, c'est dommage finalement que cette interaction ou que cette relation, elle reste
aussi peu profondes, on va dire. Aussi parce que les relations où ça me fait ça, c'est principalement des relations où quand je suis dans l'interaction, je vois un potentiel pour plus et où, les choses étant ce qu'elles sont, ça n'évolue pas vers plus. Je pense par exemple à des personnes que je vois de manière assez, ponctuelle, donc je sais pas, genre, je dois les voir 4 fois dans l'année et à chaque fois la connexion est top moumoute, on s'entend super bien, on rigole bien et tout genre et finalement, ça se fait pas pour plein de raisons. Du coup, moi, ça me donne un peu un côté, c'est pas hypocrite parce que je pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions derrière, mais un petit peu un côté genre je sais pas quoi en lire finalement, genre, quand on les écoute, on a l'air proche, mais en fait dans les faits, on l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Moi, ce qui me manque à ces relations, je crois, mais c'est que c'est des interactions qui vont être ponctuelles et très fortes, comme tu le dis, mais qui ne vont pas s'inscrire ensuite dans mon quotidien, au sens où je vais pas avoir ces moments où je pense à l'autre régulièrement aussi et me dire: «Ah, faut que je lui raconte ça. Ah, faut que j'envoie un message». En fait, c'est des personnes que je suis ravie de voir, mais que j'ai pas réussi à intégrer à ma pensée quotidienne et je pense que c'est leur cas aussi. On va pas nourrir chacune de notre côté la relation abondamment. Ouais, 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 si, je crois que je vois. Je pense que c'est un bon début de piste. Je pense que vraiment la régularité avec laquelle on se voit, ça change énormément parce que donc ces relations ponctuelles où on voit un potentiel dont on parle là, si elles étaient plus ponctuelles mais qu'elles étaient régulières, on intensifierait la qualité de la connexion et la connexion elle-même et la profondeur qu'elle a et on aurait, probablement, plus de billes pour pouvoir penser à l'autre au quotidien et l'intégrer dans le quotidien, tu vois? Ce côté un peu frustrant de pas pouvoir approfondir ces relations superficielles, il est aussi là parce que la qualité des relations que j'ai avec les amitiés qui sont restées en France, c'est tellement différent les 2 que, c'est forcément un petit peu difficile de retrouver exactement la même qualité, de trucs qui ont mis des années à se construire. Mais complètement et je vais un tout petit peu simplifier, schématiser les choses, mais il y a un petit peu ce sentiment de, je vois ce que je perds, mais qu'est-ce que j'y gagne? Au sens où, je perds des interactions quotidiennes avec des personnes formidables et avec des personnes avec lesquelles c'est facile d'avoir des interactions quotidiennes et j'y gagne la difficulté à me faire des amis et parfois des relations que j'ai l'impression qui ne s'accomplissent pas vraiment, qui sont là, qui sont presque des amitiés profondes, mais on n'y est pas tout à fait. Ouais, il y a un peu cette frustration-là, ouais, parce que, quand même les relations, à distance, on a tout un épisode, dessus, donc on va pas non plus, s'étendre 1000 ans, pas de panique. Les relations à distance, c'est pas simple et dans le cadre d'une expatriation, il y a quelques particularités, je pense, ouais et des relations qui prennent cher, quoi. Mais, je sais pas toi, mais par exemple, moi j'ai quand même un peu ressenti le fait de sortir du quotidien des autres. Genre j'étais moins dans leurs pensées, dans leur quotidien, ce qui veut aussi dire que j'étais moins au courant, de leur vie. On a dû trouver, un tout autre rythme, une toute autre manière de vivre notre amitié parce que, il y a des amitiés qui fonctionnent pas bien par juste texto, il y en a d'autres, si tu veux tenir le coup, il faut se mettre au téléphone. Enfin, tu vois, c'est ma place a changé aussi, tu vois? Genre j'ai vu, que les amies qui étaient restées, elles se sont rapprochées pendant que moi j'étais en train de galérer de mon côté, ce qui n'a pas aidé mon seum, sur ma vie quotidienne de me dire genre: «Mais moi j'en chie». Je sais pas comment toi tu l'as ressenti? Là où l'expatriation rajoute une couche un petit peu différente par rapport au déménagement dans une ville, française qui crée de la distance, c'est qu'en étant expatrié, tu, amoindris aussi ton lien avec, la culture de ton pays d'origine et notamment les actualités de ton pays d'origine. Donc tu es parfois un petit peu moins au courant, tu as moins certaines références parce qu'en fait, ça implique un travail d'acquérir ces références qui est, traîner sur internet, regarder les actualités ou communiquer avec des gens qui peuvent te les transmettre. Mais si tu es déjà en train d'effectuer ce travail-là pour acquérir ces références dans ton pays d'accueil, tu as pas forcément le temps
d'aller les pêcher pour ton pays de départ. Moi, je trouve que ça creuse aussi un fossé, tu vois? C'est pas dramatique tout ça, c'est pas des choses qui t'empêchent de communiquer, mais ça creuse un écart qui est déjà ressenti juste à cause de la distance. Ouais, ça fait un petit décalage, quoi. Alors après, bon, Paris, c'est encore un autre délire, mais quand je reviens à Paris, en général, je découvre toute une nouvelle linguo qui est genre les mots tendance du moment que je pouvais pas les découvrir autrement qu'en étant là et en écoutant mes potes parler et me dire mais qu'est-ce que c'est que ce mot-là encore? C'est notamment du coup des tendances linguistiques qui vont très vite et c'est pas des trucs qui s'intègrent nécessairement à l'écrit. Ou que tu vas pas attraper comme ça sur les réseaux sociaux parce que peut-être tu les vois passer certaines, mais tu as pas mesuré l'ampleur, tu as pas réalisé que tes proches le disent aussi notamment. Peut-être que pour ça les vocaux, ça permet d'atténuer un petit peu, mais je pense quand même que dans un vocal, on parle pas exactement de la même manière que dans une conversation. Ouais, je trouve aussi. Une des choses les plus évidentes dans le fait d'être à l'étranger et pas en France, c'est le fait de ne pas être là. Donc ça veut aussi dire qu'on manque des choses, on manque, des événements, ouais, des dynamiques de groupe, j'entends et notamment parce que, ben, par exemple, on n'a pas tous les mêmes, nombres de jours de congé, selon les pays. Oui et puis à côté de ça, face à toutes ces choses qu'on manque, on me l'a jamais dit personnellement, mais j'ai ce ressenti qui est probablement une culpabilité que je me mets moi-même sur les épaules qui est: «Oui, mais c'est toi qui as décidé de partir donc logique que ce soit toi qui compense les conséquences de ton départ». Et oui, Ouais, mais non, non, genre c'est pourquoi? Parce que j'ai eu une opportunité professionnelle cool, on je te c'est la conséquence, c'est ma responsabilité d'être privée de beaux moments à partager avec les miens, genre ça n'a rien à voir avec le schmilblick. je sais pas, j'ai parfois le sentiment que du coup, parce qu'on est celui qui est parti, il y a cette attente, du fait que, bah, de toute façon, on revient régulièrement en France et que donc, il y a pas besoin de se déplacer, jusqu'à la personne expatriée très souvent. Je suis pas du tout en train de dire qu'on vient pas assez me voir, mais parfois j'ai le sentiment que, le fait de se rendre, dans mon pays d'accueil, la frontière crée un obstacle supplémentaire, une difficulté supplémentaire au fait de me rendre visite. Tandis que, dans l'autre sens, cet obstacle-là n'existe pas ou est un impensé. C'est-à-dire que parce que moi je retourne dans mon pays d'origine, bah, c'est pas un obstacle cette frontière. Je connais, je sais comment on fait pour, aller en France de la manière la moins chère, la plus efficace, et ou la plus rapide. Je l'entends bien, effectivement, c'est vrai, enfin que j'ai ces connaissances-là, que je peux transmettre en fait aussi et je crois que parfois ça crée une forme de responsabilité, genre, bah, si je vois pas mes amis aussi souvent que je le voudrais, c'est de ma faute parce que d'une part je suis partie et parce que d'autre part je retourne pas assez souvent en France leur rendre visite. Je suis bien désolée du poids de la culpabilité qui pèse sur tes petites épaules. Moi j'ai remarqué que le mot que tu utilises là, c'est pas rentrer, c'est genre retourner en France. Ce qui est quand même une vraie différence avec rentrer en France. Parce que c'est tellement un truc d'usage, ça a vite fait dire: «Alors quand est-ce que tu rentres?» dans le sens, quand est-ce que tu viens passer du temps, tu vois? Toi, c'est un truc, que tu genre parce que est-ce que tu as fait spécialement attention? J'ai fait 400 spécialement attention. C'est marrant, c'est un tout petit mot mais qui m'occupe beaucoup, heu, le mot rentrer. En fait, je comprends bien que, mes proches qui sont en France, quand ils me demandent, quand est-ce que je vais rentrer, puisque c'est une question qu'on me pose quand même assez souvent, il y a quelque chose d'assez positif et d'assez mignon là-dedans, tu vois? C'est: «Quand est-ce qu'on te retrouve à la maison? Quand est-ce que tu reviens au bercail?» Tu vois? Tu es ici chez toi même si tu es parti et ça, je trouve ça très touchant. Mais en même temps, j'ai aussi ce besoin et c'est peut-être un besoin un petit peu particulier que j'ai, qui est, cette obsession pour la reconnaissance de ce qui a changé. J'ai très souvent besoin que mes proches reconnaissent, les changements dans nos relations et je crois que c'est pour ça que quand on me demande quand est-ce que je vais rentrer,
les premières fois, je reformule pour reprendre la personne: «Je retourne en France de telle date à telle date» et puis au bout d'un moment, quand ça arrive trop souvent, j'avoue tout, il m'arrive parfois, quand c'est possible dans la phrase selon la question qu'on m'a posée, de donner les dates auxquelles je vais retourner aux Pays-Bas, donc la date de mon retour, pour bien insister sur le fait que rentrer, ça veut dire à la maison et la maison pour moi c'est aux Pays-Bas maintenant. Enfin pour moi en tout cas, c'est important de reconnaître ce changement-là parce que s'il existe pas dans notre vocabulaire, j'ai l'impression qu'il est nié et que, du coup on a la tête dans le sable vis-à-vis des difficultés qu'on peut rencontrer en étant dans cette situation à distance, mon ami et moi. Pour moi, c'est plus aussi, reconnaître que ma vie est ici en Allemagne. Un peu genre comme si on me prenait le truc au sérieux, tu vois? Genre si on me dit: «Quand est-ce que tu rentres?» Ça fait un peu en effet, ben, ton QG ça reste la France. Bah non, mon QG c'est pas la France, là, ça fait plusieurs années que ça l'est pas et du coup c'est ouais, c'est un peu prendre ma situation au sérieux que de dire: «Quand est-ce que tu, reviens passer du temps? Quand est-ce que tu retournes?» et qu'on me dise: «Quand est-ce que tu vas rentrer en Allemagne?» tu vois? Et là, en t'entendant dire ça, je me dis que, utiliser le mot «rentrer» pour parler du fait qu'on retourne en France, c'est aussi effacer les questions logistiques, en fait. C'est que parfois, quand on retourne, même dans la région dans laquelle on a de la famille ou je ne sais quoi, ça peut impliquer, pas seulement de trouver un transport, mais parfois aussi de trouver un hébergement ou d'avoir toute une logistique de gestion du temps. Qui est-ce que je vais voir? Combien de temps? Comment je fais? Et cetera. Et parler de rentrer, bah, ça efface un petit peu tout ça parce que, bah, rentrer, c'est censé être quelque chose de facile. Ouais, complètement. Alors là, on a parlé de plein de trucs, pas forcément méga funky. Après, on avait prévenu qu'on allait apporter un petit peu de nuance au paysage podcast francophone sur l'expatriation, sur ce thème des amitiés. Mais il y a quand même aussi, enfin moi j'ai trouvé des tas de choses qui ont pris forme dans mes amitiés que peut-être il n'y aurait pas eu sans l'expatriation. Tu vois, une forme d'expression de la petite attention. Par exemple, quand, j'ai, des proches qui viennent me voir et qui vont me dire: «Bah, qu'est-ce que je peux te ramener?» Du chocolat, des céréales, des machins, ça a énormément de poids. Continuez de faire ça pour vos amis expatriés. Vraiment le: «Qu'est-ce que je peux te ramener de France? Qu'est-ce qui te ferait plaisir?» ou «Qu'est-ce qui te manque?» Non, mais vraiment, c'est un réconfort. Moi, je trouve ça trop mignon, les personnes qui pensent à ça, même quand j'ai besoin de rien. Je me dis: «Mais oh, mais c'est si chou». Bah, oui, c'est trop bien et puis en plus, je sais pas toi, mais moi c'est souvent de la nourriture, donc c'est des trucs aussi qui vont m'accompagner un peu dans mon quotidien, qui va rester même quand ils sont partis, tu vois? Quand je serai en train de manger le truc. Ça a la saveur de la petite attention. Oui, exactement, c'est beau toute cette poésie. Même sans forcément rendre visite parce que, bah, c'est pas toujours possible de venir rendre visite, souvent et tout. Toutes les petites attentions qui peuvent avoir lieu, genre par la poste, quand c'est un service qui fonctionne bien, chez vous, c'est bien. Mais même par message, il y a moyen de faire des choses, je pense, des petites, photos, des choses, ouais, des choses qui se créent par la distance ou, on parlait tout à l'heure des écarts de référence, tu vois? Moi, quand quelqu'un prend le temps de m'expliquer une référence, je trouve ça hyper touchant, en fait, parce que je me dis: «Ah, bah, en fait, elle a vraiment capté que j'avais pas encore eu le temps de recevoir cette, chanson, ce mot de vocabulaire, cette, information-là». Tu parlais de la poste, mais effectivement, moi, ce que j'adore, c'est, recevoir aussi des cartes postales, même quand elles proviennent de la région, de la ville, du pays d'où l'on vient. Surtout quand elles proviennent, en fait, de là, parce que tu te dis vraiment: «La personne, elle a pensé à moi dans son quotidien qui était le mien à un moment donné. Elle a pris le temps de m'écrire un petit mot et de me le faire parvenir». Je trouve ça tellement touchant, franchement. Ouais, c'est et puis le plaisir de trouver une carte postale ou une petite lettre dans ta boîte aux lettres là, genre c'est une petite surprise, c'est si doux. Oui, et puis ça, c'est des choses qui peuvent, être appliquées dans le cas de figure, tout simplement de des relations à distance. Je sais pas s'il y a des choses qui sont spécifiques à l'expatriation et qui nous ont particulièrement touchés. Alors, spécifique à l'expatriation, sur le thème de la poste et des colis, je vous dirais de bien regarder qu'est-ce qui s'envoie, genre, qu'est-ce qu'on a le droit d'envoyer par la poste, et qu'est-ce qu'on a le droit d'envoyer dans les pays, de la personne, par exemple, le saucisson n'est pas accepté par toutes les douanes, mais sinon je crois qu'en effet, c'est un truc que tu peux faire, à distance, que ce soit à l'international ou pas, tu vois? Je sais pas, il y en a une qui est à Lille, l'autre qui est à Perpignan, on peut aussi s'envoyer des cartes postales. Grave, faites-le. De ouf.
On vient de parler de ramener, des petites attentions, de venir avec des petites attentions quand on rend visite, à ses amis expatriés. Mais, le plus important aussi là-dedans, c'est le fait de se ramener soi-même et les visites des amis, pour ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment touchant et qui crée un espace-temps un petit peu différent des entrevues qu'on pouvait avoir quand on habitait dans la même ville, plus ou moins. Parce que, ça veut dire qu'on intègre notre ami à notre, quotidien. C'est peut-être une différence, entre l'expatriation et la distance. On va se poser en intermédiaire entre, la culture d'accueil et la culture, d'origine et moi je trouve que ça crée vraiment des moments privilégiés. En fait, quand on se fait intermédiaire, c'est un peu ça aide la personne à découvrir un peu le pays via nous, enfin via ce qu'on peut lui en dire. On lui en apporte un peu une espèce de pièce manquante de culture ou de langue, heu, qu'elle n'aurait pas nécessairement eu si on n'avait pas pu faire l'intermédiaire. Et puis du coup aussi un éclairage sur, comment est-ce que, ces différences culturelles peuvent s'exprimer au quotidien, par exemple. Et je sais pas ce que tu en penses toi. J'ai pas envie de mettre le mot apogée dessus, mais il y a peut-être un petit peu quelque chose de ça. Le fait de pouvoir, faire se rencontrer des amis, de notre pays d'origine, avec des amis qu'on s'est fait dans notre pays d'accueil, que ce soit des locaux ou des internationaux. Je trouve ça assez fort aussi comme moment. J'ai pas eu des grands moments comme ça où vraiment, mes amis, qui vivent en France ont pu nouer des liens très forts avec les personnes qui vivent, avec moi aux Pays-Bas, mais, ces moments de rencontre, qui ont pu avoir lieu, pour moi, ont quand même été des moments assez, ouais, assez touchants et assez particuliers. Oui, complètement. C'est un peu la collision de 2 mondes, tu sais? Des personnes qui ont appris à te connaître dans un contexte particulier qui est celui de l'expatriation, de challenges, différents de ceux que tu peux rencontrer en France, et puis des personnes qui te connaissent souvent depuis, ben, plus longtemps que ton expatriation, sous un autre angle, une autre perspective. Ça peut être vraiment chouette comme moment. Les copines d'abord, c'est fini pour aujourd'hui. Si notre travail te plaît et que tu crois aussi que l'amitié peut insuffler de la force dans nos quotidiens, La meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser 5 étoiles et un avis, de nous suivre sur Instagram @lescopinesdabord.podcast et surtout de l'envoyer à l'amie à laquelle tu as pensé en écoutant cet épisode.